qui m'a rappelé dardard le jour même, alors que j'attendais mon train à la gare du Nord, pour me dire « Alain, mais je suis confuse, c'est un oubli, tu prends le rapport que tu veux. » Le bureau avait décidé des rapports. Bah, je dis après tout, mon frère travaille déjà sur les paradis fiscaux, j'aurai moins de boulot, je vais prendre les paradis fiscaux. Voilà, ça s'est fait comme ça. Et donc, je me suis retrouvé, parce que la méthode est la suivante à la commission, c'est qu'il y a un député de la majorité, un député de l'opposition. Alors, comme je suis à moitié dans la majorité, à moitié dans l'opposition, c'est un peu compliqué. Il s'est avéré que pas grand monde voulait travailler avec moi, pourtant je me rase, je me lave, je me parfume de temps en temps. Et Alice Guigou me dit, il y en a qu'un qui veut travailler avec toi, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Du coup, on a fait un couple de travail pendant 6 mois avec Nicolas Dupont-Aignan. Bah, ça n'a pas été désagréable. J'ai dû me calmer parfois quand il découvrait ce qu'on a découvert, j'en dirais un mot, ses ardeurs révolutionnaires. Je dis quand même, dans la concurrence révolutionnaire, il y a quand même, tu peux pas prendre ma place. Hein, voilà. Bon, ça s'est passé comme ça. Et on a produit ce rapport, comme ces rapports qui ont été présentés par Eric, qui a été lui aussi voté à l'unanimité. Une parenthèse sur le vote à l'unanimité, évidemment, d'aucuns peuvent dire, bon, c'est plein de faux derches là-dedans, hein, notamment les libéraux. C'est peut-être un peu vrai, mais c'est pas tout à fait vrai. Sur ce sujet-là, qu'on a découvert, il y a quand même une angoisse partagée de ce que va devenir le monde si on n'arrive pas à conjurer cette catastrophe imminente. Et donc, il y a des gens de tous bords, d'ailleurs certains se sont exprimés dans le livre, puisqu'on l'a ouvert à 38 témoins, ça a été rappelé, ils se disent quand même qu'on ne peut pas continuer comme ça, on est dans une folie monstrueuse, on est dans un monde complètement libéré pour le capital financier. Il ne faut pas se raconter d'histoire entre nous. La finance a pris le pouvoir. L'exemple récent de l'élection du président des États-Unis témoigne que la finance a pris le pouvoir. C'est aussi un témoignage de la prise en main directe des gouvernements des États par la finance en direct, pas seulement par intermédiaire. Et ça, c'est un vrai sujet qui doit nous préoccuper les uns les autres, sur lequel on s'est penché, mais pas suffisamment à mes yeux, avec précision et avec décision, de mettre en mouvement tout le monde sur ce problème. Alors, certes, on s'est aperçu qu'on est dans un monde compliqué. Le monde de la finance est compliqué à dessein, volontairement. Il est codé pour que personne ne comprenne. D'accord? Y compris les codes d'expertise comptable sont des codes anglo-saxons, en plus. Donc, le commun des mortels a du mal à appréhender cette question. Et c'est pourquoi, quand on vous présente les économistes de service qui font des cours et des présentations diverses et variées à la télévision ou dans les journaux, on n'y comprend pas trop grand-chose et on nous fait avaler tout ce qu'on veut. On essaye de faire avaler aux citoyens tout ce qu'on veut sur ce point-là. Et on va vous donner tout à l'heure dans la discussion quelques exemples concrets pour déminer ces mensonges. Alors, pourquoi on a fait ce livre? Parce que les rapports parlementaires, c'est bien, mais c'est quand même assez indigeste. Hein. C'est assez indigeste. Et on s'est dit que... Je vais boire un verre parce que... On s'est dit que ce serait bien qu'on puisse faire un livre pour essayer de tirer la quintessence et de la rendre la plus large possible au grand public. On s'est fait aider par un journaliste qui fut un ennemi qui est un ami, parce que tout ennemi peut devenir un ami, et inversement. Un journaliste qui n'est pas de nos opinions, mais qui a accepté ce challenge et qui nous a aidés quand même à ce que notre langue de bois, même si de temps en temps il y a quelques copeaux qui tombent, puisse être la plus accessible possible sans perdre le fond de notre histoire. Alors on s'y est mis à deux avec lui. Bon, d'abord, je veux vous dire à titre personnel que nous avons une aventure personnelle, Eric et moi, qui est quand même assez formidable parce que nous ne nous connaissions pas. Il y a quand même 12 ans de différence. Moi, à 20 ans, j'étais déjà parti, j'allais dire chassé de la maison, et lui, il avait 7 ans. Et donc, on s'est côtoyés, mais dans les fêtes de famille qui étaient si rares d'ailleurs. Donc maintenant, on passe notre vie ensemble, dans le TGV, dans les voitures.
Même aujourd'hui, d'ailleurs, on a eu un choix difficile ce midi à la gare de Valence TGV, parce qu'on a pris les locations de voitures les moins chères. Du coup, on s'est retrouvé ce midi, avec une opportunité suivante. Ou la Mercedes qu'on nous présentait, ou la Fiat 500. Donc, on s'est dit, on va pas se pointer à la Mercedes sur les paradis fiscaux à Aubenas, donc on a pris la Fiat 500. C'est pas très confortable, mais ça roule quand même. Mais ça roule quand même. Voilà. Donc, tout ça pour dire que ce livre, c'est, comme l'a dit notre préfacier, que nous pouvons remercier, qui est autre que Jean Sigler, est une arme efficace contre l'ordre cannibale qu'on vit aujourd'hui et qui est menaçant. Ce livre, en plus, on l'a dédié à nos petits-enfants et aux petits-enfants du monde, parce que c'est un combat au moins d'une génération. Il y a du boulot, c'est un chantier qui peut paraître inaccessible, mais si on ne le mène pas, on va laisser quand même un monde détestable, affreux, de guerre, de misère, et c'est déjà commencé. Alors, donc les propositions, nous on a travaillé sur quelques grandes pistes, quelques propositions, je vais en souligner une. On a proposé une COP mondiale sur la finance et la fiscalité. Il y a la COP sur l'environnement, qui bon an mal an fait au moins son œuvre d'essayer de définir des stratégies communes entre tous les États du monde, mais sur la finance, chasse gardée, d'abord pour les financiers du monde, et chasse gardée pour les 20 pays du G20. Les autres pays, les autres peuples, circuler, il n'y a rien à voir. Et ça va se renforcer, parce que je lisais ce matin dans la presse un article qui dit que le nouveau président des États-Unis, puisqu'ils se sont trompés, il va d'abord s'attaquer au problème de l'optimisation fiscale. Bon, lui-même d'ailleurs est un type qui est formidable, puisque pendant 20 ans il n'a pas payé d'impôts, il a réussi à ne pas payer d'impôts. Tout à fait légalement. Et il va essayer d'étendre cette formule pour tous ses pairs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il veut baisser l'impôt sur les sociétés de 35 à 15%. Hein, d'accord? Alors, c'est une vraie question que d'essayer d'obtenir cette COP pour que tous les pays du monde aient droit de citer. Quand je dis tous les pays, c'est pas seulement les chefs d'État, pas seulement les représentants de la finance, c'est aussi les représentants des ONG, les représentants des syndicats, pour travailler à une définition maîtrisée de ce que doit être la finance dans le monde. Avec l'argent dont a parlé Eric, qui servent au développement des peuples, à un développement du progrès humain dans tout un tas de secteurs du monde qui connaissent aujourd'hui la misère. La deuxième proposition que nous avons faite, qui est importante, c'est qu'il faut en finir avec le bal des faux culs qui règne en termes de contrôle des tricheurs fiscaux, à commencer en France avec le fameux verrou de Bercy. Le verrou de Bercy, c'est une exceptionnalité dans le monde. Seul le ministère du Budget peut gérer les conflits avec les tricheurs fiscaux. La justice ne peut pas s'auto-saisir. C'est pourquoi aujourd'hui vous n'avez personne qui a fraudé le fisc et qui se retrouve en prison. Ça n'existe pas. Alors la caricature étant, ça a été rappelé par Eric, que le ministre du Budget, Jérôme Cahuzac, qui était le seul à pouvoir s'attaquer à Cahuzac-Jérôme à propos du compte qu'il avait en Suisse. Une vraie schizophrénie. Donc ce système doit éclater, exploser, et c'est une bataille que mènent d'ailleurs les syndicats, tous les syndicats des finances, pour créer les conditions d'une vraie justice fiscale et contrôle de la justice pour la fiscalité en France. On vous donnera aussi quelques exemples. Voilà, je ne vais pas être plus long parce que j'ai un mal de gorge que je traîne par la fatigue de ces réunions et des climats qui changent selon les endroits où on se trouve. Voilà. Hein, et ici, il fait beau, c'est beau. Mais ça reviendra, vous verrez, ça reviendra. Il faut que je prenne un peu de temps. Voilà. Je rends la parole à Eric. Et effectivement, on l'a vu, on est dans un monde de concurrence fiscale effrénée qui ne fait que croître en réalité, mais Alain a développé la proposition de la COP, effectivement. Il a posé la question du verrou de Bercy,
C'est-à-dire que même les parlementaires ne veulent pas se saisir de ces sujets. C'est le seul ministre du budget, effectivement, qui a la main sur les dossiers d'évasion fiscale. C'est quand même incroyable, mais il n'y a qu'en France que ça existe. Mais il y a d'autres chantiers à ouvrir. Il y avait d'abord le chantier de l'harmonisation fiscale. D'abord, commençons par l'Europe, parce que déjà l'Europe, si on avait commencé en l'harmonisant fiscalement et socialement, je pense qu'on n'en serait pas aujourd'hui au bord de l'implosion. L'Europe est morte. Il faut considérer que l'Europe n'existe plus, sincèrement. C'est une Europe qui fait peur à tout le monde, parce que c'est la mise en compétition de tout le monde avec tout le monde, et tout le monde devient l'adversaire de tous. On ne sait pas où ça peut s'arrêter. Donc si on avait commencé l'Europe il y a 60 ans, en harmonisant fiscalement et socialement, nous y serions. Ça se fait pas en 6 mois, en 10 ans, mais aujourd'hui on y serait. Mais c'est pas ça, on a fait un marché commun, un espace de concurrence effréné, et plus l'Europe s'élargissait, plus la concurrence était sévère. Quand on a élargi l'Europe aux pays de l'Est européen, qui sont les bienvenus, c'est pas qu'ils sont des peuples, c'est pas ça. Mais on a élargi le spectre de différence de salaire qui était de 1 à 3, tout à coup de 1 à 10, quoi, entre le salaire luxembourgeois et le salaire bulgare. Voilà, dans un même espace économique, on a ça. Et il en va de même pour la fiscalité. Donc le chantier de l'harmonisation fiscale est celui qu'il faut ouvrir en priorité. Ça prendra du temps, mais décrétons que ce soit l'urgence. Et dans les 10-15 ans, on arrive à trouver un taux d'impôt société qui permette à tout le monde d'y trouver son compte. Le deuxième chantier, c'est la transparence, bien sûr. Transparence absolue, notamment des grandes entreprises, des grands groupes, des grandes banques, savoir ce qu'elles font dans tous les États, de quels bénéfices elles réalisent, quels impôts éventuellement elles payent, en général c'est pas beaucoup, nombre de personnel, etc. Il faut qu'il y ait de transparence absolue. Parce que tout ce qui est dissimulé, en général, n'est pas licite, quoi. Et le troisième chantier, c'est une volonté politique forte qui ne pourra grandir qu'avec le levier de l'opinion, le levier citoyen. On peut tous agir, on en parlera. On est tous titulaires de compte en banque, on est tous consommateurs, on est tous citoyens, on peut tous s'informer, réfléchir, poser des questions, déranger, puis se rassembler pour mener ces combats-là. J'ai en tête un exemple à propos de Starbucks au Royaume-Uni. Les marchands de café, vous connaissez. Au Royaume-Uni, ils ont de nombreuses entités, ils réalisent beaucoup de bénéfices, mais ils ne payent pratiquement pas d'impôts. Donc ils ont été interrogés par une parlementaire travailliste britannique qui s'appelle Margaret Hodge, qui fait partie des témoins dans le bouquin, donc on a rencontré à Londres en 2015, et elle a présidé une commission d'enquête également sur ce sujet. Elle a interrogé en direct dans la commission les responsables britanniques de Google, de Starbucks, en leur disant « mais expliquez-nous comment vous faites, là. Vous gagnez de l'argent, vous ne payez pas d'impôts ». Voilà. Et donc ça a provoqué dans l'opinion beaucoup d'émotions, beaucoup de scandales, et il y a un espèce de mouvement qui s'est créé dans le pays de boycott des produits Starbucks, et Starbucks a vu son chiffre d'affaires baisser sensiblement dans un délai très court, et ça les a obligés à lâcher un peu de lest et de payer l'impôt qu'ils n'avaient jusque-là jamais payé. Je veux dire, donc les consommateurs que nous sommes tous, on peut aussi agir de cette manière-là par rapport à des comportements de grands groupes qui sont inacceptables parce qu'ils mettent en péril l'ensemble des équilibres, et puis en plus, ça fragilise le consentement à l'impôt. Bien sûr que ne pas payer d'impôt, c'est formidable, mais qu'est-ce que c'est que l'impôt, en fait? On le cite, on a une citation dans notre bouquin d'un secrétaire d'État américain dans les années 30, sous le gouvernement de Roosevelt, au plus fort de la crise, après le krach de 29. Henry Morgenthau, il s'appelait. Il a dit, l'impôt, c'est le prix à payer pour vivre dans un monde civilisé. C'est ça l'impôt, effectivement. Les écoles qu'on utilise, où nos enfants vont s'éduquer, les routes qu'on utilise, les hôpitaux, etc. Enfin, tout ce qui fait que ce monde est plus civilisé, on le doit à la participation de chacun, à hauteur, évidemment, de ses capacités. Mais c'est pas ça qui se passe aujourd'hui. Ceux qui devraient payer le plus sont ceux qui payent le moins. Et ça fragilise le consentement à l'impôt. Et sans consentement à l'impôt, il n'y a plus de république. Il n'y a plus de vivre en commun, il n'y a plus de société, il n'y a plus de partage. C'est en ça que c'est inacceptable. Donc il y a une bataille à l'impôt qui est menée. Écoutez les propositions des uns des autres dans les présidentielles, là, le leitmotiv, c'est baisser l'impôt. Mais comment on va financer le reste? C'est pas ça le débat, c'est pas de supprimer l'impôt, c'est de le rendre plus juste. Alors la réforme fiscale qu'on nous avait promis, elle n'a pas eu lieu. Elle n'a toujours pas eu lieu, cette réforme fiscale. Il faut un impôt beaucoup plus progressif qu'il n'est aujourd'hui. La tranche maximum aujourd'hui, c'est 45%. Roosevelt, j'en parlais tout à l'heure, dans les années 30, il a créé une tranche d'impôt à 90%. Ça a fait hurler les riches, oui, mais ça a permis, ça n'a pas empêché du tout les États-Unis de conforter sa place de leader mondial au niveau économique, et c'est encore vrai aujourd'hui. Voilà, c'est Clinton qui a mis fin à ça dans les années 90.
il paraît qu'il l'a amèrement regretté après d'avoir supprimé cette tranche à 90%. Voilà, on a fait ça. Donc il faut que notre impôt soit beaucoup plus progressif qu'il ne l'est. Parce que quand on regarde les chiffres, on se rend compte que l'impôt société, qui est à 33,3 aujourd'hui en France, les entreprises du CAC 40, elles ne sont pas à ce chiffre-là. Elles sont à 5, 6, 7, 8, toutes les études le montrent. Et l'artisan, le boulanger, le coiffeur, la PMI, PME du coin, eux, ils sont effectivement soumis à 33,3 d'impôts. Et il y a une injustice fiscale dans le monde économique aussi. Voilà. Et la troisième condition, c'est que personne n'échappe à l'impôt. Or, les évadés fiscaux, surtout le fait des grands groupes, c'est une des causes de la fragilité du consentement à l'impôt. Aujourd'hui, en gros, tout le monde s'en fiche. Bah, si eux ne payent pas, moi je ne paye plus. Bah, vous voyez l'effet, le cercle vicieux qui s'engendre à partir de là. Et alors, comment on gère la société? Comment on construit ce monde dont on a besoin? Comment on fait face aux besoins? Voilà. Donc c'est en ce sens-là que c'est aussi un combat citoyen, quoi. Justice fiscale, oui, pour tous, et que personne n'échappe à l'impôt, dès lors qu'on a mis en place un barème de l'impôt juste, progressif, et qui fait payer plus ceux qui gagnent le plus, ce qui paraît logique et évident. Voilà, j'arrêterai là pour l'instant, il y a peut-être des questions. Enfin, bonsoir. Donc moi, je suis Julien Busson, je suis chef d'entreprise, et je suis assez pessimiste sur l'aspect lutte contre la fraude fiscale. Donc je vais essayer de m'expliquer un peu. Parce que je pense que c'est devenu un peu une institution à tous les niveaux. Donc là on a parlé de fraude fiscale à l'international, de grands groupes et autres, mais malheureusement ça gangrène un peu toutes les strates de la société. Et puis j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Donc moi en tant que chef d'entreprise, je participe à des comités d'engagement en vue d'aider des créateurs, repreneurs d'entreprises. Et bon, il y a un petit moment maintenant, mais on avait donc un dossier pour une reprise d'un restaurant. Donc quand vous reprenez un restaurant, vous achetez un fonds de commerce, donc vous faites un emprunt. Donc pour rembourser un emprunt, vous devez gagner de l'argent, parce que sinon vous ne pouvez pas rembourser votre emprunt. Et puis quand on fait le tour de table là pour valider le dossier, je fais remarquer quand même c'est bizarre parce que le fonds de commerce, il ne génère pas de bénéfices, il y a le restaurateur qui a très peu de revenus. Donc je trouve que le dossier, il est pas, le prix qui a payé est trop important, donc c'est pas normal. Et là j'ai le banquier qui est à côté de moi et qui me dit, alors je me suis senti un peu naïf sur ce coup-là, mais monsieur Busson, écoutez, il faut que vous compreniez, mais il y a le black. Alors je fais, ah bon donc c'est pas très compliqué, ils vont réintégrer le black qu'ils font, et donc ils vont faire des bénéfices, ils vont faire de l'argent, donc ils vont pouvoir rembourser leur emprunt. Donc j'ai cru comprendre que c'était de l'ordre de 20% à peu près du chiffre d'affaires. Donc, et c'était normal, donc c'était normal pour le banquier, c'était normal pour le restaurateur, c'était normal pour le comptable aussi qui était là, c'était normal aussi pour l'avocat qui était pas loin, c'était normal un peu pour tout le monde. Donc les restaurateurs, il y en a quand même pas mal. Après on sait tous, l'artisan aussi, il fait pareil, il fait un peu de blague. Donc l'artisan va vous dire, oui mais vous comprenez, quand moi j'ai un client, il arrive, lui il veut pas payer la TVA, donc il me paye en liquide. Donc on s'arrange, on fait une moitié de facturation normale, et puis l'autre moitié, c'est de la main à la main, et on paye pas la TVA, on paye pas le RSI, on fait des remises et autres. Donc aujourd'hui, je suis pessimiste à ce niveau, donc on parle effectivement de cette grande fraude internationale et autres qui est très problématique, mais on l'a à tous les niveaux, on voit le restaurateur, l'artisan et puis le particulier aussi, puisque bon, c'est devenu un jeu de pas payer, puis on paye trop d'impôts, on paye trop de charges, on paye trop de taxes. Et puis les autres, ils font pareil, mon voisin, il fraude, et puis on a M. Cahuzac, un bon exemple, alors puisque lui le fait, pourquoi moi je le ferai pas? Donc, je suis pessimiste par rapport à l'aspect sur la lutte contre la fraude fiscale et comment on va réussir à en sortir. Donc, j'aurais bien aimé que vous me rendiez un peu d'espoir pour bien dormir cette nuit, parce que là, sinon, ça va être compliqué. Et je voudrais vraiment voir si vous avez... donc, je vois, vous proposez des solutions, vous faites des propositions à tous les niveaux, mais si vous avez vraiment le sentiment au fond de vous-même qu'il y a la capacité, où il y a des mobilisations, il y a vraiment un mouvement de fond qui va faire qu'on va peut-être réussir à en sortir. Pour moi, je n'ai pas du tout ce sentiment-là. Vous avez parlé des COP financières, mais et le FMI, il ne peut pas jouer ce rôle-là. Voilà.
c'est juste ça, c'est très court. Oui, bonsoir. Moi, je voudrais avoir des précisions sur le carrousel de la TVA, s'il vous plaît. Oui, un mot sur le FMI qui est cité, vous avez raison. En fait, ce système, il pourrait fonctionner autrement dès lors qu'on attribuerait à ces organismes-là une autre mission. Le FMI, les banques centrales, la Banque Centrale Européenne, toutes les banques centrales des États, la Banque mondiale qui existe également, la Banque des règlements internationaux, l'OMC, on pourrait mettre en place avec l'ONU tous ces organismes, effectivement, pour mettre en place une nouvelle politique. Hein. C'est la mission qu'on leur accorde. La BCE, aujourd'hui, son rôle, c'est de veiller à ce qu'il n'y ait pas trop d'inflation en Europe. D'ailleurs, il y en a tellement peu qu'il n'y en a plus assez, maintenant, ils disent. Hein, et d'imprimer les billets. Voilà les missions. Mais imaginez que cette BCE ait un autre pouvoir de prêter aux États qui sont en difficulté plutôt qu'aux banques. Hein, la BCE a prêté aux banques grecques, mais pas au peuple grec, pas aux États. Vous voyez, il suffit de changer sa feuille de route. Effectivement, il faudrait associer le FMI avec d'autres organismes, avec un autre objectif, et on peut changer la donne parce que la BCE a su fermer les robinets des sous à Chypre, quand il a fallu le faire, hein, en une nuit, vous vous souvenez. En une nuit, elle a dit, on a bloqué l'argent des Chypriotes du jour au lendemain. Donc c'est possible, on peut arrêter les flux vers les paradis fiscaux quand on le décide. Hein. Alors, sur le carrousel TVA, effectivement, c'est une autre pratique largement répandue qui coûte aussi des milliards aux États. Alors ça, c'est possible à partir d'entreprises qui sont implantées dans au moins 2 États de l'Union européenne. Parce que les transactions entre entreprises au sein de l'Union européenne ne sont pas soumises à la TVA. Donc ça permet donc de ne pas la payer et quand même d'en demander la déduction ou le remboursement aux États en question. C'est génial. Je ne paye pas et je me fais rembourser. Et donc, c'est encore possible quand on est dans 2 États, mais 3, 4, 5... C'est pour ça qu'on parle de carrousel, parce qu'on peut tourner dans les 28 États de l'Union, en plus avec des taux de TVA différents, on peut jouer avec ça, et on peut même créer des sociétés bidons, avec un homme de paille, mais on fait passer la transaction, voilà, et ça permet effectivement d'échapper à la TVA, et en plus de se la faire rembourser. C'est gagnant à tous les coups, c'est 2 fois gagnant, effectivement. Alors, Alain évoquait l'histoire de la dette, parce que le combat qu'on mène là, c'est parce que c'est aussi pour casser, je le disais au départ, pourquoi cette commission d'enquête, pour tordre le cou à l'idée selon laquelle il n'y aurait plus d'argent. Au nom de la dette, depuis 30 ans, on nous impose l'austérité. Il faut travailler plus longtemps, il faut gagner moins, il faut dépenser moins, il faut moins d'État, etc. Mais il faut repartir un peu dans l'histoire. Le grand tournant dans le monde capitaliste libéral, c'est les années 80. Les années 80, l'élection de Reagan, déjà à l'époque, le cow-boy de série B élu président des États-Unis, ça faisait sourire à l'époque, mais il n'est pas venu les mains vides. Et sa comparse Thatcher en 79, élu Premier ministre au Royaume-Uni, eux ont été les bras armés du néolibéralisme qui disait qu'il fallait libérer la finance de toute contrainte. Il fallait automatiser les transactions boursières, le trading haute fréquence, ça date de ces époques-là. Suppression des bourses à Londres, à Paris, dans les années 85-86. On a automatisé les transactions, effectivement, pour que l'argent circule plus vite. Et on nous a vendu ça, donc libéralisation, dérégulation, privatisation, financiarisation, et on nous a fait croire que tout le monde allait en profiter. Hein, c'est comme les pyramides de coupes de champagne qu'on remplit par le haut, et qui remplissent ce qu'on avait. Le problème, c'est que la finance était restée en haut et qu'en bas, on n'a jamais eu un monde aussi riche qu'aujourd'hui, et jamais autant d'inégalités qu'aujourd'hui. Il y a cette image que Stiglitz avait citée dans son bouquin. Vous mettez les 62 personnes les plus riches dans un bus Macron. Ils sont aussi riches que les 3,5 milliards d'humains les plus pauvres de la Terre. 62 contre 3,5 milliards. Le monde, il est comme ça. Et ça, c'est la conséquence de ce qu'on nous a vendu dans les années 80. Et la France n'a pas résisté longtemps. Il y a eu 81, mais vous vous souvenez, 81, ça s'est vite arrêté. Hein. Et on a replongé là-dedans également, au nom de l'efficacité, de la finance, etc. Et donc, il y avait un discours récurrent chez Reagan et Thatcher, eux, c'était trop d'État. Reagan disait, je me souviens, l'État n'est pas la solution, l'État est le problème. Donc pas de régulation, laissez-nous faire du business, nous on va savoir gérer le monde, etc. Donc ça a commencé dans ces années-là, et effectivement aujourd'hui, on paye ces crises financières à répétition, et demain il peut s'en produire une, tous les économistes le disent. Et tout ça, ça a généré de la dette. Parce que jusqu'en 73, la France se finançait, c'était la Banque de France qui finançait l'État français. Et en 73, comme dans tous les États du monde, il a été décidé que c'est plus les banques centrales qui finançaient les États, parce que nous disait-on, ça génère de l'inflation, donc c'est pas bon, surtout pas bon pour le capital. Et donc maintenant, les États vont se financer sur les marchés financiers.
Et donc ça a changé complètement la donne, ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je parlais du budget de la France cette année, 300 milliards en recettes, 374 milliards en dépenses. Dans les dépenses que l'État va exécuter cette année, il y a 41 milliards d'euros de remboursement d'intérêts aux marchés financiers qui nous ont prêtés. C'est le deuxième poste budgétaire de la France après l'éducation nationale, 41 milliards d'euros. Ce qui n'empêche nullement la France de réemprunter cette année 180 milliards d'euros, avec beaucoup de facilité, parce que notre signature est fiable. On a les 3A, hein, c'est comme l'andouille là, on a les 3A, donc on nous prête, endettez-vous, quoi. C'est 10 au 19e, enrichissez-vous, et aujourd'hui les marchés financiers disent aux États, mais allez-y, endettez-vous, on paye, voilà. Donc je me dis, mais il y a un problème avec cette dette quand même, parce que il y a des gens comme François Langlais, vous connaissez François Langlais, qui est aussi chauve que nous, encore plus même, et il vient de sortir un bouquin justement, il vient de sortir un bouquin qui s'intitule « Tant pis, nos enfants paieront ». Lisez ce bouquin, voyez le titre. On est souvent voisins d'étagères dans les librairies en ce moment. Nos enfants paieront parce que lui, il est comme beaucoup d'experts spécialistes indépendants qui interviennent sur les grands médias à expliquer que il faut accepter de travailler plus longtemps, de gagner moins, de ne plus faire 35 heures mais 40, d'aller au-delà de 60 ans, etc., etc., etc. Parce que la France n'a plus les moyens de son modèle social, c'est ce qu'on nous dit. Puis il y a tout cet argent à côté là, on vient d'en parler. Et donc il explique avec d'autres que le bébé qui naît aujourd'hui, il a 31 000 euros de dette sur la tête. Il n'en sait rien. Hein. Il n'a pas encore sali sa première couche, que déjà il a 31 000 euros de dette sur la tête à cause de ses parents et de ses grands-parents qui ont voulu les congés payés, la retraite à 60 ans, l'école publique, etc., etc. Nous sommes responsables de la dette que les bébés prennent sur la tête aujourd'hui. Mais c'est vachement culpabilisant, mais c'est terrible de dire ça. C'est culpabilisant. Alors nous, on a fait un petit calcul. Si on dit 80 milliards d'euros d'évasion fiscale chaque année, chiffre reconnu, admis par tous, qu'on divise par 800 000 naissances, ça fait un crédit de 100 000 euros par enfant. Alors sur le relevé de compte du bébé, livret de caisse épargne, il y a 31 000 en débit et 100 000 en crédit. Ça fait un seul crédit de 69 000. C'est pas mal quand même pour démarrer la vie. Alors quand on dit ça, on change tout. Évidemment, c'est simpliste dans les mots, mais le principe il est là. Si on s'attaque résolument à l'évasion fiscale, à terme, on aura ça dans la colonne crédit et on change la donne. Tous ceux qui disent la dette, la dette, la dette, regardez ce qu'on a infligé au peuple grec au nom de la dette. Le peuple grec qui s'est exprimé démocratiquement à 2 reprises, qui a confirmé son choix de mettre fin à l'austérité, on veut faire autre chose. Et Juncker a dit, oui mais attendez, la démocratie c'est bien, mais après il y a le respect des traités européens, il faut payer la dette. Hein. Et si tu ne payes pas ta dette, on va te couper les vivres et tu ne pourras plus payer tes fonctionnaires. Donc il faut baisser les salaires, il faut baisser les retraites, etc., etc. Et la Grèce est dans un état aujourd'hui, elle n'est pas prête de s'en sortir, quoi. Donc au nom de cette dette, on a asservi les États. On a asservi les États. Et l'enjeu, il est vraiment, y compris démocratique, c'est un enjeu politique, on est tous